Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour l'audition de Christophe Révelli. Je m'appelle Nolwenn Brossier et je suis chargée de projet Climat Sud Finance, formée pour une finance au service de la transition. Ce projet a pour vocation l'intégration des enjeux écologiques aux formations du supérieur en finance. Avec Kelvin Frisquet, chef de projet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Révelli. Christophe va partager avec nous son expérience d'intégration des enjeux écologiques dans l'enseignement en finance. Avant de commencer, un petit mot sur le contexte de ce témoignage. Le projet Climative Finance est porté par le Shift Project. Il constitue le volet finance du projet Climasub Business, qui a pour ambition de former les acteurs de l'économie de demain. Nous avons organisé une série d'auditions d'experts et de témoignages de professeurs qui sont d'ores et déjà en ligne sur la chaîne YouTube du Shift Project. Le témoignage de Christophe Révelli vient clôturer cette série. Le but de ces auditions est de contribuer au socle de connaissances et de compétences que nous développons dans le cadre du projet. Ces auditions nous permettent d'apporter des éléments de réponse à la question: que doivent savoir les diplômés en finance pour intégrer les enjeux écologiques dans leur vie professionnelle et en tant que citoyens? Nous avons décidé de les rendre publiques afin qu'elles profitent directement aux personnes intéressées. Ces éléments de contexte étant posés, nous pouvons commencer. Christophe Révelli, vous êtes professeur de finance durable à Kedge Business School. Vous êtes titulaire de la chaire Kedge Candriam Finance Reconsidered Addressing Sustainable Economic Development et vous avez fondé en 2016 le premier master français et européen 100% dédié aux enjeux écologiques et sociaux. Nous allons d'abord écouter votre témoignage avant de prendre les questions-réponses de l'audience. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions dans l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Alors, nous allons commencer par une première question. D'abord, dans votre cheminement professionnel et au niveau personnel, qu'est-ce qui vous a amené à prendre conscience des enjeux écologiques? Bonjour à tous dans un premier temps. Merci aux équipes donc, du Shift Project, particulièrement Nolwenn et Kelvin pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous tous sur ces enjeux. Voilà, donc ça déjà c'est important de le dire. Merci à tous. Merci à toutes les personnes qui sont connectées également pour poursuivre cet entretien et cet échange. Pour répondre à votre question, j'ai un cheminement personnel sur la question qui date de loin. Je dirais qu'il y a deux raisons qui ont fait que je me suis penché réellement sur ces questions dans mon enseignement et ma recherche de manière exclusive il y a maintenant plus de 10 ans. La première, c'est certainement, moi je ne vais pas vous faire toute ma genèse, hein, mais effectivement, j'ai un parcours qui est professionnel déjà qui est assez riche. J'ai fait beaucoup de choses différentes avant d'être enseignant-chercheur. J'ai travaillé dans le milieu industriel, j'ai travaillé dans le milieu des RH, j'ai travaillé dans le milieu immobilier, et puis j'ai passé très longtemps, une période très longue dans le milieu bancaire, donc plusieurs années. J'étais plutôt moi dans la banque de détail, la banque de réseau, plus que dans la banque d'affaires. Pour finir, ce qu'on appelle de manière un peu plus connue la gestion de patrimoine, la gestion de fortune en banque privée. Moi, j'ai choisi ce métier à la base pour la partie relationnelle, c'est-à-dire conseil, proximité, territoire, c'est ce qui m'intéressait. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'ai compris que ce n'était pas dans ce milieu-là que je pouvais définitivement réaliser ce qui était dans le deuxième prisme, du coup, en lien avec mes valeurs personnelles, parce que moi, j'ai plutôt une éducation qui est orientée sur les enjeux communautaires, les enjeux sociaux. J'ai toujours été quelqu'un qui a été éduqué proche de la nature. Moi, c'est toutes mes convictions à la base. J'ai toujours vécu dans des territoires. Moi, je suis quelqu'un des microsystèmes. J'aime bien être engagé dans la localité. Donc, ça, c'est mes valeurs perso. Et du coup, c'est vrai que dans le milieu bancaire, moi, je voulais aussi essayer d'être en phase. Ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui éminemment voilà, mise en avant par beaucoup de personnes, c'est-à-dire trouver du sens aussi dans ce qu'on fait. Mais moi, j'ai compris que ce ne serait pas dans le milieu bancaire que je pourrais faire ça. Donc, j'ai décidé de switcher. J'ai eu l'opportunité de faire une formation continue à l'époque, parce que j'avais beaucoup travaillé. Moi, les diplômes, je les avais passés de manière réduite au début de ma carrière. Donc, j'ai dû faire une équivalence. J'ai passé un master diplômant pour ma qualification professionnelle. Ça s'est tellement bien passé qu'ensuite, j'ai enchaîné sur une thèse. Mon directeur de master m'a proposé d'enchaîner sur un doctorat. J'ai démissionné de la banque.
j'ai négocié un départ et puis ensuite j'ai enchaîné. Donc, du coup, je me suis dit la meilleure manière de pouvoir mettre en lien la conviction personnelle avec mes compétences professionnelles qui sont celles de la finance, bah, c'est de travailler sur un sujet qui lie les deux. Donc, je me suis dirigé pendant mes travaux de doctorat sur le sujet de l'investissement socialement responsable, de la finance responsable. À l'époque, en recherche, ce n'était pas un sujet qui était très développé il y a une douzaine d'années. Donc, il y a eu déjà des travaux de thèse, je pense aux travaux de thèse de Frédéric Desjardins notamment, qui avait marqué un peu sur la légitimité, sur comment ça s'implémente, d'où ça vient, comment ça se construit. Moi, j'ai décidé de mettre le curseur sur le sujet de la performance financière de ces produits financiers, en essayant de comprendre les déterminants et voilà, comment ça se construit, cette logique de performance. Et j'ai vite compris dans ma thèse qu'il y avait effectivement, on va reparler pendant cet échange, mais il y avait une logique éminemment financière derrière les enjeux de responsabilité en finance. Et donc, du coup, j'ai décidé de diriger ensuite tous mes travaux de recherche et mes enseignements sur ce sujet-là. Donc, depuis maintenant une douzaine d'années. Voilà. Donc, ensuite, j'ai eu mon doctorat, j'ai enchaîné, je suis arrivé à Kedge, qui à l'époque n'était pas encore Kedge, qui était Euromed Management à Marseille, puis ça a été très vite Kedge Business School. Et j'ai décidé très vite ensuite de diriger voilà, mes enseignements et ma recherche sur ces sujets. Donc l'enseignement, au début, ça a été plutôt quelque chose qui était orienté sur gérer des cours de finance classiques, puisque à l'époque, les cours de finance responsable, les cours de finance durable, tels qu'on les enseigne maintenant, qui ont un peu plus pignon sur rue, qui sont devenus plus mainstream à l'époque, c'était un sujet tabou, voire interdit. C'est-à-dire que quand vous parliez vraiment de vous afficher sur l'étiquette de votre cours finance responsable, finance durable, c'était pas, c'est pas que c'était pas bien vu, mais on comprenait pas trop déjà ce que ça voulait dire. Donc, du coup, moi, j'ai décidé, on m'a donné des cours de finance classique, hein, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en tant que prof, on m'a dit, tu vas enseigner la théorie financière, tu vas enseigner la gestion d'actifs, tu vas enseigner la gestion de trésorerie, toutes les matières qu'on enseigne dans les masters en finance classique, tu vas enseigner les risques, etc. Donc, j'ai commencé par ça. Mais très vite, dans mes cours, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est d'intégrer des choses que moi je développais dans ma recherche, c'est-à-dire la recherche en finance responsable, en finance durable, dans les cours, par touche. Donc ça a été la première étape, c'est-à-dire que quand j'enseignais la théorie financière, j'essayais d'expliquer déjà aux étudiants ce qu'était cette théorie, quelles étaient les hypothèses, essayer de l'enseigner aussi sous une lumière un peu plus critique, c'est-à-dire à l'aune en plus des crises, donc essayer de comprendre effectivement comment cette théorie performative et autoréalisatrice finalement s'était imposée, donc essayer de comprendre ce qu'il y avait dans les métriques, ce qu'il y avait même de la construction épistémologique même des théories. Donc j'ai commencé à enseigner ça. C'était un cours qui s'appelait Nouvelle théorie financière, donc j'ai en lien après tout ce qui se passait derrière l'écologie, donc j'ai commencé à faire ça dans ce cours-là. Ensuite, dans les cours de gestion d'actifs, j'ai intégré tout doucement des critères ESG, c'est-à-dire dans les décisions financières. J'ai essayé de faire comprendre aux étudiants que quand on investissait sur d'autres critères, qu'est-ce que ça donnait en termes de choix de décision, sur les stratégies d'exclusion notamment, à l'aune un peu des scandales, des controverses. Comprendre si les portefeuilles qu'ils avaient à la fin s'étaient alignés avec leurs valeurs, leur ADN. Donc, du coup, on enseignait des théories un peu classiques en finance, c'est-à-dire la diversification de portefeuille, les portefeuilles efficients. Puis après, on essayait de comprendre si justement ça c'était juste à l'aune de l'écologie. Donc tout doucement, j'ai mis des touches. Voilà, les 2 premières années. Puis très très vite, comme j'ai vu qu'il y avait un retour étudiant qui était intéressant, que les étudiants accrochaient à cette pédagogie, j'ai décidé de switcher tous mes cours. Donc de manière personnelle, c'est-à-dire je me suis dit, tiens, je vais être congruent, c'est-à-dire je vais être raccord entre ce que je fais en recherche, qui est exclusivement orienté là-dessus, approche critique de la finance, modèle financier et finance durable, finance responsable, avec mes enseignements. Donc j'ai commencé à transformer tout mon enseignement dès 2014, 2013, 2014. Donc là, j'ai appelé mes cours gestion d'actifs responsables, nouvelle théorie financière. Voilà, j'ai changé un peu toutes les étiquettes, tous les contenus. Jusqu'au moment où, comme ça marchait bien, on s'est dit que la troisième étape, la première étape, c'était les touches. La deuxième, c'était effectivement de dire, on va aller à l'étape supplémentaire, c'est-à-dire on va peut-être proposer des spécialisations, un track dans un master en finance, on va le tester, puis après, ça a été travailler sur le développement d'un programme, effectivement, entier. Donc, on a démarré en ouvrant un track, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on a des cours existants, puisque moi j'en faisais, puis il y avait aussi tout un besoin professionnel de pouvoir aussi commencer à avoir des compétences sur ces sujets. Donc, on a ouvert un track de 180 heures
180 heures de cours dans un master finance, c'est-à-dire qu'on avait 6 cours de 30 heures sur les enjeux durabilité, responsabilité en finance. Donc, on a démarré avec des gens qui, j'aimerais le souligner, qui ont été là pour nous suivre et nous supporter dès le départ, et notamment des praticiens, des gens qui sont du milieu professionnel de la finance responsable, finance durable, finance verte. Voilà, pour ne pas les citer, mais je vais le faire. Il y a eu des gens comme Anne-Catherine Husson-Traoré, Dominique Blanc de chez Novetti qui nous ont beaucoup aidés, Pierre Ducré, Maria Scoland de l'Institute for Climate Economics à Casepo. Donc, on a eu beaucoup de gens comme ça qui nous ont dit on va vous aider, nous on a de la matière, on a envie de commencer à enseigner ça. Donc, on a construit ce mini-track en réalité en 2016. Donc, on l'a pensé en 2015, on l'a ouvert en 2016, mais à partir du moment où on a décidé de l'ouvrir, de recruter, de communiquer, de construire les contenus pédagogiques, ça a duré 3-4 mois. Donc, c'était une aventure très très soutenue, très remplie. Et puis, on a démarré tout petit, c'est-à-dire qu'on a démarré avec 5 étudiants, voilà, des explorateurs, je les appelle toujours les premiers explorateurs, parce que c'était vraiment la première fois qu'on proposait un track entier exclusivement dédié à la finance écologique, finance sociale. Donc, ce n'était pas juste un cours, puis il y avait une forme de volonté de construction, c'est-à-dire de logique, où on voulait éviter de rentrer dans les sujets schizophréniques et dichotomiques, où vous enseignez la finance néolibérale d'un côté, les dérivés, l'efficience des marchés, la théorie de l'agence d'un côté, puis de l'autre, vous allez enseigner effectivement les enjeux écosystémiques. Donc, on voulait éviter cette schizophrénie chez les étudiants, c'est-à-dire qu'on essaie déjà de faire un peu de l'intégration, de comprendre à quoi ça servait, pourquoi, comment. Donc, on a démarré tout petit. On a eu une chance, c'est qu'on a une école qui nous a laissé faire, qui nous a accompagnés, qui a cru aussi au projet. Donc, on pourra en parler après, mais on n'a pas eu ce frein-là, nous, en tout cas, de l'institution, qui nous a bien sûr demandé si ça allait former les étudiants, si c'était employable, il y avait des débouchés, ce qui est le prisme d'une école de commerce, hein, c'est-à-dire faire en sorte que nos étudiants ils se retrouvent avec un job à la fin et le meilleur possible. Donc, il y avait cette variable, bien sûr, à prendre en compte, mais on a plutôt vendu un projet dans le temps long. Donc, on pourra aussi parler de temporalité, où les choses se font exclusivement dans les temps longs. Effectivement, ça nous a permis de bien travailler sur les contenus, mettre notre expertise, et puis ensuite de passer encore en troisième étape à une vitesse supérieure, parce qu'aujourd'hui, on a un master qui fait un track qui est un master entier et qui fait 450 heures de cours. Donc, ça veut dire qu'on a une manière d'enseigner, nous, la finance écologique qui va au-delà de l'approche risque-opportunité, qui va au-delà de l'approche ESG pure, et on va en parler notamment. C'est-à-dire que ça se concentre vraiment sur la vision du rôle et la mission de la finance, une vision presque un peu anthropologique de la finance, le rôle et le sens de la finance, autant de l'anthropocène et autant de l'écologie. Ensuite, c'est comprendre tous les enjeux écosystémiques, les enjeux énergie, climat, c'est-à-dire avoir une capacité d'expertise sur ces sujets. Et puis ensuite, c'est repenser du coup les outils financiers, en ayant fait un peu une approche critique, en ayant compris les enjeux de durabilité. C'est repenser les outils et proposer des circuits un peu plus innovants pour essayer de mettre tout ça en lien. Voilà. Donc, le chemin, il a été bien sûr long, parce qu'il y a une dizaine d'années, je dirais même une douzaine, quand j'ai commencé ma thèse, que j'ai soutenue il y a 11 ans. Enfin, même maintenant, il y a 14 ans que j'ai commencé ma thèse, je l'ai soutenue il y a 11 ans. Donc, tout ça, c'était un chemin, je dirais, assez logique, une construction logique dans le temps, mais qui vient à la base d'une conviction personnelle. Je pense que si on veut travailler sur ces sujets, il faut qu'il y ait une conviction réelle et personnelle, une capacité de vouloir transformer déjà sa propre pédagogie, sinon rien n'est faisable. Et ensuite, tout ça, c'est fait de manière assez naturelle. Après, on a suivi le fil, on a déroulé le fil de la pelote jusqu'à ce que... Et on continue de le faire. Donc, l'idée, c'est de se dire que c'est un cheminement aussi d'enseignant-chercheur. C'est tendre vers, je dirais, un mix entre conviction personnelle et besoin académique, besoin scientifique. Donc, essayer de trouver le juste milieu toujours entre ces deux prismes-là. OK, merci beaucoup. Du coup, vous avez déjà mentionné quelques connaissances et quelques, compétences qui vous semblent fondamentales. Est-ce qu'il y en a d'autres, qui vous semblent, nécessaires de connaître pour une finance, respectueuse des limites planétaires? Et au contraire, est-ce qu'il y a des compétences ou des connaissances qu'il faudrait arrêter d'enseigner ou enseigner différemment? Alors, moi, je pense déjà que l'enseignement des
sujets qui sont les sujets du jour, hein, c'est-à-dire comment former une finance au service de la transition, finance écologique, etc. Il y a beaucoup de termes. Je pense que déjà, la première chose à prendre en compte, c'est qu'est-ce que la finance? Je pense que c'est une question qu'on se pose très peu. C'est-à-dire que même quand on enseigne la finance écologique, c'est-à-dire on se dit, bon, ben, on va intégrer des critères ESG, on va parler d'environnement, de social, de gouvernance, mais sans jamais penser à ce qui est réellement la mission de la finance et ce qui est la finance. Donc, je pense que déjà, il faut avoir une approche un peu épistémologique sur la question de la mission de la finance. Si on regarde depuis 30, 40, 50 ans maintenant ce que sont les manuels pédagogiques, les textbooks en finance, vous avez une vision unique de l'enseignement en finance qui s'est imposée dans tous les contenus théoriques, pratiques, qui est la finance, la finance néoclassique. C'est-à-dire que si vous regardez vraiment ce qu'est la théorie financière, ben, c'est l'efficience des marchés, c'est les portefeuilles efficients, c'est la théorie du coût du capital, c'est la théorie de l'agence, c'est la maximisation de la valeur actionnariale, où on apprend des choses qui vont faire rentrer l'étudiant dans une seule vision, qui est l'alpha et l'oméga, c'est la rentabilité risque. Donc, du coup, pourquoi? Pour maximiser, pour la croissance, etc. Donc, c'est vrai que du coup, ça, c'est le contenu en finance. C'est-à-dire qu'on ne pense à rien d'autre que ça. C'est-à-dire il faut penser que les normes IFRS vont dégager des cash flows, il faut penser qu'il faut démontrer les cash flows, c'est ce qu'on doit montrer aux actionnaires et aux investisseurs. Donc, en réalité, il y a toujours cette volonté de penser la finance sous un seul prisme. Et du coup, après, quand vous voulez enseigner la finance écologique, vous dites, bon, tiens, on va prendre les enjeux écosystémiques, écologiques, etc., climatiques, et puis on va les mettre dans les cours en finance. Sauf qu'en fait, ça veut dire que les enjeux écologiques et écosystémiques, ils deviennent une variable d'ajustement et un déterminant de la finance. C'est-à-dire que du coup, c'est là qu'on va parler de cash flow ESG, c'est là qu'on va parler de prix ajusté au risque ESG, c'est là qu'on va, mais on utilisera les mêmes outils, c'est-à-dire qu'on a les mêmes signal prix, on a les mêmes instruments, on a les mêmes régulations, etc. Donc, c'est-à-dire que du coup, la durabilité, on l'intègre, certes, mais pas dans le sens où on doit réaliser les objectifs. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dichotomie entre vouloir maximiser, rentabiliser les risques et les opportunités dans un temps très court et accepter que le climat, les enjeux écosystémiques, c'est dans un temps très long. Donc, du coup, il y a déjà une dichotomie. Je pense que déjà, il faut repenser la finance. Ça nécessite d'enseigner, je pense, déjà des cours entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais je vais quand même l'employer, je vais essayer de l'expliquer, c'est la déconstruction. C'est-à-dire déconstruire pour mieux repenser. C'est-à-dire prendre la théorie financière et essayer de la comprendre dans ce qu'elle propose, dans ses hypothèses, dans ses métriques, dans ses variables, d'un point de vue épistémologique, et essayer de mettre une vision ontologique sur la durabilité, c'est-à-dire se dire, est-ce que ça, c'est compatible avec ça? Donc, quel est le rôle de la mission, le rôle de la finance, finalement, face à l'aune des enjeux écologiques, etc. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que ça, c'est indispensable, mettre une vision un peu critique, c'est-à-dire il faut repenser les contenus sur qu'est-ce que la monnaie, qu'est-ce que la dette, comment tout ça s'est construit, comment du coup on repense, si on parle à la monnaie, comment on repense l'utilisation de la monnaie comme un commun peut-être pour les enjeux monétaires verts et écologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la vision qu'on a effectivement de la construction du coût du capital, de la dette, de la structure du capital, c'est la bonne par rapport à celle qu'on a sur les enjeux écologiques? Est-ce que la comptabilité, elle est adaptée par rapport aux enjeux écologiques? Donc, il faut repenser le langage en réalité. Ça demande effectivement d'avoir une approche très, très, très forte sur ces sujets et pas une approche de 10 heures. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller, rentrer en profondeur. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie de proposer une vision, ce qu'on appelle l'anthropologie financière, c'est-à-dire effectivement avoir une compréhension même de ce qu'est la finance. Ensuite, la deuxième perspective, ça va être de comprendre les enjeux écosystémiques, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une fois qu'on comprend ce qu'est la finance, ce que doit être la finance, c'est vraiment comprendre, mettre l'étudiant en finance dans une vision d'ingénierie, c'est-à-dire il faut qu'il comprenne, soit il faut qu'il soit dans la peau de quelqu'un qui bosse dans une ONG, soit dans un cabinet de conseil en ingénierie écologique. Donc, il faut qu'il ait cette vision, en tout cas, de ce qu'est l'écologie, de ce que sont les enjeux écologiques et sociaux. Donc, il faut parler de ce que vous faites très bien, ce que vous essayez de vulgariser en permanence, c'est-à-dire des ordres de grandeur, des caractéristiques. Il faut expliquer effectivement ce que génèrent les enjeux d'extraction de la ressource d'un point de vue écosystémique, d'un point de vue macro. Il faut remettre en question les indicateurs macro à l'aune des enjeux écosystémiques et climatiques. Donc ça, c'est des cours à monter. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une conférence, et il faut vraiment y aller en profondeur.
Donc ça, c'est très important. Je pense qu'il faut effectivement que les étudiants, au-delà de l'aspect critique sur la vision financière, il faut qu'ils aient une compréhension forte de ce qu'impliquent les enjeux énergie-climat, les enjeux écosystémiques sur après les indicateurs macro et du coup comprendre, mais effectivement, en remettant ça sous le prisme de la critique de la théorie financière, si les indicateurs qu'on utilise d'un point de vue macro sont les bons. Donc, pour essayer de tendre vers ces objectifs. Et puis, le troisième point, c'est on fait de la finance, quoi. Donc, c'est comment on refait de la finance à cette époque-là, c'est-à-dire à l'ère de l'Anthropocène, quoi. Donc, comment on essaie de repenser les outils financiers. C'est sûr que la caisse outils financière, elle est importante. C'est-à-dire que si vous démarrez la construction d'un mur en brique avec un tournevis, vous n'irez pas loin. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre si dans la caisse à outils, déjà, vous avez les bons outils. Donc, effectivement, on part sur cette vision critique, vision écosystémique, et après, dans un troisième temps, on essaie de redessiner des outils financiers. Donc, on va parler de temporalité, donc on va parler effectivement d'indicateurs d'impact, d'engagement actionnarial, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, sous ce troisième volet, mettre presque, je dirais, les étudiants dans une situation de construction de pédagogie inversée, c'est-à-dire presque qu'ils imaginent eux-mêmes quels sont les nouveaux outils à mettre en place, bien sûr tout en les mentorant et en les guidant, et les mettre en situation réelle très vite. C'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, sur des cours de mentoring qui font 30-40 heures, où on accompagne les étudiants dans les constructions de projets d'impact écologique et sociaux. Du coup, quels outils financiers doivent utiliser pour ça? Qu'est-ce qu'ils vont devoir réclamer en termes d'output financier et écosystémique? Comment ça va se mettre en place? Quel type de partenariat on va trouver de manière locale? Quelle est la régulation qu'il faut prendre en compte? Comment on essaie effectivement de mettre en place des projets qui correspondent à nos propres ADN? Comment on s'engage actionnarialement? Comment on va déposer des résolutions? Comment on suit ces investissements? Comment on contrôle ça? Comment on pense que l'impact est unique et intentionnel. Donc tout ça, c'est des sujets effectivement qu'il faut mettre en place dans les cours, mais ça veut dire qu'on essaie de plus enseigner finalement la finance telle qu'on l'a toujours enseignée. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire en essayant de presque, et vous posez la question de qu'est-ce qu'il faudra arrêter d'enseigner, en essayant de poser la question finalement de vraiment se poser, de vraiment essayer de comprendre si tout ce qu'on a enseigné en finance, c'est utile, en tout cas pour la finance écologique. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas tout jeter, mais il faut trier un peu le grain de livret. Il faut essayer de garder les bonnes choses et d'exclure les moins bonnes, de reconstruire, c'est-à-dire qu'il faut redesigner tout ça, faire sa propre construction. Il n'y a pas quelque chose de standard, ce n'est pas universel. Tout ça, c'est en mouvement. Et du coup, je pense qu'il faut avoir une capacité à croiser les disciplines, les sciences, pour pouvoir proposer quelque chose de neuf. Donc ça, c'est un peu la vision que pouvait avoir quelqu'un comme Michel Serres ou Edgar Morin, c'est-à-dire dans la pensée complexe, la transdisciplinarité, c'est-à-dire effectivement éminemment penser que enseigner la finance climatique, écologique, durable, etc., c'est penser cross-science. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette approche interdisciplinaire, transdisciplinaire, comprendre les passerelles entre les sciences et pouvoir essayer de les utiliser pour les fusionner. C'est-à-dire il faut intégrer les géosciences, les biosciences, il faut intégrer la philosophie, l'anthropologie, il faut intégrer la psychologie, il faut intégrer la finance, l'économie, tout ça dans un cursus qui est nouveau. Donc effectivement, ça va bien au-delà de faire des cours, je pense, aujourd'hui, on n'en est plus là sur l'approche ESG par les risques et les opportunités sur les portefeuilles. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on sorte un peu de ce regard-là et essayer de penser quelque chose de nouveau. Donc, il y a, nous, un sujet sur lequel on a essayé de comprendre ce qu'on fait en recherche, en tout cas, et qu'on essaie de mettre en place dans notre pédagogie, c'est d'essayer de croiser la compréhension des écosystèmes complexes que sont les écosystèmes naturels avec les écosystèmes complexes que sont les écosystèmes économiques et financiers. C'est-à-dire que nous, on essaie de comprendre déjà comment, on essaie de comprendre dans nos recherches en cybernétique un peu, de comprendre comment fonctionnaient les écosystèmes naturels et de voir comment ça pouvait se transposer aux écosystèmes financiers et économiques. Il y a des chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine-là, je pense notamment à Dominique Dron. Et nous, on essaie de l'appliquer vraiment dans nos maquettes de formation, c'est-à-dire que si vous prenez un écosystème naturel, par défaut, il est résilient, il est auto-organisé résilient. Pourquoi? Parce qu'il a 4 caractéristiques. Donc, il est résilient par défaut. Pourquoi? Parce que, premièrement, il est autorégulé. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce principe de régulation au sein de l'écosystème, ce qu'on peut même appeler le principe de prédateur-proie. C'est un écosystème ensuite qui va être en capacité d'isoler les risques et de compartimenter les risques. C'est-à-dire qu'un écosystème naturel, il est basé sur une connectivité suffisante.
mais sans interchangeabilité généralisée entre les systèmes hiérarchiques, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir une interchangeabilité des ressources de partout, c'est-à-dire qu'il va isoler les risques, il va les compartimenter, c'est-à-dire que dans un écosystème, si un arbre tombe malade, il ne va pas contaminer l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un tamponnage, je dirais, des risques. La troisième caractéristique, c'est qu'il est éminemment et extrêmement diversifié, c'est-à-dire que ça entraîne un manque d'interdépendance des besoins en ressources, il n'y a pas de standardisation, c'est-à-dire qu'il y a une diversification massive dans les écosystèmes naturels. Et puis ensuite, il propose des cycles qui sont des cycles fermés, c'est-à-dire que l'écosystème naturel, il recycle, il est dans la circularité et il permet effectivement, par ces circulations, ces recyclages de matière et d'énergie, de maintenir des stocks. Donc du coup, l'écosystème naturel, on dit qu'il est résilient par défaut s'il a ces caractéristiques d'autorégulation, d'isolation des risques, de diversification et de circularité. Et on rajouterait qu'il s'effondrera que s'il bénéficie en gros d'une attaque exogène, c'est-à-dire la main de l'homme finalement. C'est-à-dire dans le principe ou alors si dans le principe d'auto-organisation hiérarchique, comme on l'a décrit, il y a un sous-système qui va venir remplacer le sursystème. Donc il va sortir de son rôle. Et là, du coup, ça pourrait faire collapser l'écosystème. Et nous, on essaie de comprendre, du coup, en regardant un peu les lois naturelles, on essaie de comprendre ce qu'est la biomimétique, on essaie de comprendre les écosystèmes financiers et économiques, savoir comment ils fonctionnent et comprendre s'ils sont résilients par défaut, s'ils ont ces caractéristiques. On s'aperçoit qu'en fait, ils ne le sont pas du tout, puisque les écosystèmes économiques et financiers, déjà, ils ne sont pas régulés ou très peu. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas encore résolu la question du shadow banking, des paradis fiscaux, des marchés non réglementés, etc. Donc déjà, il y a très peu de régulation. La finance et l'économie, en gros, ça ne tamponne pas les risques, c'est-à-dire que ça n'isole pas les risques, c'est-à-dire qu'on a des risques systémiques, la titrisation qui permet ça aussi, c'est-à-dire que effectivement, vous avez un risque à un endroit, on l'a vu en 2008, il va se disséminer dans l'ensemble des marchés, c'est-à-dire qu'on parle d'une trentaine de banques systémiques aujourd'hui dans le monde, donc c'est-à-dire qu'une banque collapse, tout le système collapse. Les écosystèmes économiques et financiers, ils ne sont pas diversifiés, ils sont au principe même plutôt ultra concentrés, c'est-à-dire qu'on a des principes hégémoniques, je ne vais pas parler de BlackRock, je ne vais pas parler des banques systémiques. On a des méga fusions, on a de la concentration. Le premier, ça a été en 98, Citicorp. Donc Citigroup avec Citicorp et Travelers Group, c'était une fusion qui était interdite, mais qui a été autorisée en changeant la loi. Donc effectivement, la loi de séparation effectivement, des banques de l'État et des banques d'affaires. Donc on a effectivement une volonté de concentrer, une volonté je dirais, d'avoir un pouvoir hégémonique qui fait que du coup, c'est pas résilient. C'est-à-dire que s'il y en a un qui collapse, tout le système collapse, ça c'est très dangereux. Et effectivement, la finance, de manière générale, elle recycle peu, elle ne recycle pas ou pas trop. C'est-à-dire qu'elle ne redistribue pas aux projets économiques et aux vivants. On voit très bien, c'est-à-dire que si la finance durable telle qu'on la pratique aujourd'hui, ça fonctionnait réellement, je pense qu'on ne se poserait pas ce genre de questions aujourd'hui. Donc, du coup, il y a une réallocation des capitaux sur les sujets écologiques qui est très peu réalisée, parce que, encore une fois, on remet tout ça sous le prisme de la finance, c'est-à-dire si le projet n'est pas rentable dans les outils tels qu'on les utilise aujourd'hui, on ne le fera pas. Donc, le projet il aura beau être le plus vert possible, si le cash flow juste ESG il n'est pas positif, s'il ne montre pas qu'il est positif, on ne fera pas le projet. Donc, on est dans les mêmes lois. Je veux dire, les green bonds, c'est les mêmes lois que les bonds classiques. C'est le même signal prix, c'est les mêmes réglementations, c'est le même marché, c'est les mêmes acteurs, etc. Donc, du coup, il y a une concurrence qui est faite, il n'y a pas une volonté de vouloir, je dirais, réaliser, d'avoir des outils qui permettent ça. Et donc, du coup, voilà, ce qu'on voit aussi dans ces quatre caractéristiques, finalement, les écosystèmes financiers et économiques ne les ont pas. Donc, c'est compliqué d'être résilient, donc c'est compliqué de pouvoir réaliser l'objectif. On s'aperçoit en plus que finalement, la finance, qui est le sous-système, elle devient le sursystème, comme on l'écrivait tout à l'heure dans les écosystèmes naturels. Et si elle devient le sursystème, ça veut dire qu'elle fait collapser l'écosystème entier. Donc, ça veut dire qu'effectivement, tant qu'on sera dans une logique où on n'aura pas pensé que déjà, il faut réguler la finance avant de réguler la finance durable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser au shadow banking, aux paradis fiscaux, aux marchés non réglementés, il faut mettre une régulation très forte sur les écosystèmes financiers en premier, permettre la résilience, s'inspirer du biomimétisme pour comprendre effectivement comment la finance et l'économie doivent se remettre en route autour de ces sujets. Donc nous, c'est ce qu'on essaie dans le design de nos formations de penser dans nos maquettes. C'est-à-dire qu'effectivement, tout doit se mettre en route pour réaliser l'objectif écologique et social. Et du coup, on essaie en tout cas de repenser tous nos contenus pédagogiques sur ces sujets-là. Donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est une question éminemment importante. Et je voudrais juste terminer là-dessus par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire est-ce qu'il faut exclure des choses? Je dirais que oui, si c'est un seul vecteur d'enseigner
l'optimisation fiduciaire rendement risque. C'est-à-dire que nous, on n'enseigne plus la finance néoclassique, entre guillemets, dans la théorie financière, telle qu'elle a été proposée pendant les années. On ne parle plus d'efficience, de portefeuille efficient, on essaie en tout cas de ne plus en parler vraiment. On essaie de l'expliquer, mais de comprendre comment ça doit se transformer. Mais en tout cas, en se disant, bah, c'est ça, c'est le dogme, il faut le faire, il n'y a que ça en finance, tous les bouquins de finance en parlent, nous, on sort de ça c'est certain. Merci beaucoup. Oui, c'est très intéressant de voir que finalement, pour intégrer les enjeux écologiques, ça implique de repenser fondamentalement la finance et aussi comment on l'enseigne à l'aide de diverses sciences sociales et aussi sciences physiques. Et du coup, pour résumer peut-être un peu ce que vous disiez, vous écrivez qu'il faudrait réencastrer la finance, du coup la remettre, à sa juste place, c'est-à-dire, à l'intérieur du système socio-économique qui est lui-même encastré, qui fait lui-même partie du système plus large, de la biosphère et du système Terre qui l'englobe, enfin qui englobe tous les systèmes sociaux. Mm, Hem Et du coup, on a parlé pas mal des contenus et sur la pédagogie, comment est-ce que vous avez réussi à faire évoluer, ou comment est-ce que vous parvenez à enseigner ces sujets de finances écologiques? Ben, on y parvient, ça se fait bien. A priori, ça se fait. Donc, souvent, des discussions qu'on peut avoir avec nos collègues, entre collègues, je pense qu'il y a des personnes que je connais, des collègues qui sont connectés certainement et qui ont travaillé depuis longtemps, qui ont exactement la même vision que nous, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls. Nous, effectivement, on a été en capacité de se dire, on transforme tous nos programmes master, on essaie d'avoir un master dédié, on fait 450 heures là-dessus, donc on l'a creusé, mais on ne l'a pas fait seul. Il y a des gens qui ont participé à ça, il y a des profs qui sont venus faire cours avec nous, il y a des collègues qui étaient même de l'extérieur qui sont venus faire cours avec nous, il y a des gens qui ont ces visions depuis longtemps, il y a des gens qui l'appliquent en recherche et en enseignement. Donc, c'est vrai qu'on était le premier à être visible, mais avoir été vraiment vu en finance, économie durable, de manière 100% focus, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui le font depuis très très longtemps, tout ça. Donc, il faut quand même être lucide aussi sur le fait qu'on voilà, n'est pas les seuls du tout à faire ça, au contraire. Mais avec les collègues, souvent, ce qu'on voit, c'est que il y a aussi des gens qui se disent oui, chez moi, c'est pas possible, il y a trop de freins institutionnels, on ne peut pas le mettre en place, c'est compliqué politiquement, je peux le comprendre. Mais pour moi, ça, c'est un faux débat. C'est-à-dire que moi, mon école, en fait, je vais vous le dire franchement, quand j'ai monté mes cours, j'ai monté mes cours, quoi. C'est-à-dire que le prof, il est responsable de son cours, il a la capacité d'être en compréhension de ce qu'il va enseigner à ses étudiants, je pense. Et du coup, il n'a pas besoin de demander l'aval institutionnel à la direction générale de l'école ou la présidence de savoir si c'est aligné son cours avec ce qu'il faut enseigner aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui le font en réalité dans leur coin. Ça se fait déjà très bien. Après, passer d'un cours à une vision globale et encastrée, effectivement, ça demande de la concertation entre collègues, ça demande effectivement une vision de programme. Et donc là, on passe dans une vision un peu plus politique, entre guillemets, de la question. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans son cours et dans son amphi seul avec ses étudiants, on va vouloir effectivement peut-être convaincre d'autres collègues d'y venir. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est une autre discussion, on pourra peut-être l'aborder après. Mais pour répondre à votre question, je dirais que nous, on l'enseigne. La seule chose que nous, on met en place et qu'on essaie de comprendre avec les collègues avec qui on a lancé voilà, on est rentré dans ce projet-là, c'est de se dire les enjeux écosystémiques, les enjeux écologiques, c'est la finalité. C'est l'objectif à atteindre. Donc la finance, ce n'est pas une science, c'est un outil. Donc ça déjà, c'est le design. Ça déjà, c'est le point A. C'est-à-dire qu'on part de ça. Ça veut dire que du coup, dans tout ce qu'on enseigne, il faut penser ça. Donc si on parle d'un cours de macro, le cours, ça va devenir un cours de macroéconomie écologique. Si on parle de gestion d'actifs, ça devient gestion d'actifs responsable, ou même ça devient ce qu'on appelle nous l'impact investing, mais ça c'est un terme connu. Mais du coup, ça veut dire que on va remettre beaucoup d'études de cas, notamment dans les cours, de la temporalité très longue. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce que c'est faire de la finance, d'accompagner, de rentrer dans l'entreprise, de la comprendre, de s'engager avec elle, de comprendre qu'un impact, c'est unique, c'est pas standardisable. Effectivement, donc c'est-à-dire qu'on va couper le côté macro, même si c'est un outil dont ont besoin les étudiants, parce qu'après les étudiants ils sortent de chez nous, ils vont bosser en gestion d'actifs, ils vont bosser chez les gros acteurs parfois, mais du coup, ils essaient de faire sens avec ce qu'ils ont appris.
Donc, ils se disent peut-être que la finance, c'est plutôt de cette manière, dans cette industrie, etc. Et du coup, comme on a appris effectivement que les trusts et les logiques de concentration, que la diversité, c'est important, bah, du coup, on essaie d'aller travailler plutôt dans des petits fonds, dans des structures où on a de la localité, de l'emprise sur les entreprises et du pouvoir, entre guillemets, de pouvoir transformer les stratégies, les business models, etc., plutôt que de fabriquer des algos et des codes en fait, dans des grosses structures, quoi. Donc, du coup, où l'écologie, on la voit sous le prisme d'un indicateur qui clignote sur un écran. Donc, en réalité, si vous voulez, nous, c'est plutôt comme ça qu'on voit. C'est-à-dire que dans toutes les matières qu'on enseigne, ça veut dire que du coup, l'écologie, les enjeux climat, les enjeux écosystémiques, ça devient la norme. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, nous, c'est une structure en trois temps. C'est-à-dire d'abord, il y a une approche critique financière qui est très, très importante. On y passe beaucoup de temps. Déconstruire les modèles, faire l'anthropologie financière, c'est super important. Je pense qu'il faut vraiment comprendre pourquoi la finance ne permet pas de réaliser les enjeux écologiques aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut déjà penser ça. Ensuite, on l'a dit, penser les enjeux écosystémiques. Donc ça, c'est des cours d'écologie pure, d'énergie. Donc là, il y a des gens qui sont très compétents pour ça, qui le font très bien et qui s'entourent. Donc, expliquer ce que sont les enjeux de l'anthropocène, comment ça s'est construit, et quelles influences ça a effectivement sur nos sociétés, nos économies. Donc, et au-delà de nos économies, sur le vivant. Donc, du coup, nous, ça, c'est les cours, on a beaucoup de cours là-dessus. Puis ensuite, c'est tous les outils financiers repensés à l'écologie. Donc, je vous l'ai dit, notamment beaucoup par les études locales, impact investing, ce qu'on appelle nous, les processus d'impact filia, c'est-à-dire en gros comprendre l'unicité et l'intentionnalité de l'impact, le matérialiser dans des études de cas approfondies qui sont mentorées, qui sont suivies par des pros, qui sont présentées dans des jurys, comprendre comment effectivement on va intégrer par exemple les enjeux climatiques, les risques climat dans des scénarios très longs, c'est-à-dire effectivement repenser la temporalité de la finance. Donc, tout ça, c'est des sujets, voilà, penser effectivement, effectivement l'intégration des risques, mais dans une vision de toute matérialité. C'est-à-dire effectivement d'arrêter de penser qu'on est dans une vision de matérialité simple, matérialité financière. C'est-à-dire que quand on enseignait le ESG, c'est bien, on va faire un portefeuille d'actifs responsables, on va intégrer les critères ESG, on va mettre des scores, et puis on va regarder, on va arbitrer, et puis on va essayer d'ajuster, et puis après on va se dire au niveau des risques, qu'est-ce que ça génère, comment le prix de l'actif va s'ajuster en fonction des risques ESG, et du coup, ce qu'on regarde, c'est le prix de l'actif. Donc si le prix de l'actif, il n'est pas fair, comme on dit, il n'est pas juste, on n'ira pas. Alors que peut-être le projet il est super écologique, quoi. Donc du coup, il y a cette volonté de casser tous les codes en fait, pédagogiques et théoriques pour vraiment repenser les outils financiers. Donc nous, la manière d'enseigner, c'est la durabilité, c'est la norme. C'est-à-dire c'est dans tous les cours et c'est la finalité. Donc en gros, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on propose, c'est avec ce seul objectif-là. Super, merci beaucoup. Et justement, vous mentionniez qu'il y avait parfois des enseignants réfractaires. Est-ce que vous avez réussi à les convaincre de la nécessité d'intégrer les enjeux écologiques, à leurs enseignements? Et si oui, Alors, je ne sais pas. Alors après, moi, je n'ai pas pour vocation à… moi, je suis prof, hein, je suis enseignant-chercheur, donc je fais mon taf, déjà, premièrement. Enfin, j'essaie de le faire bien. C'est déjà énorme, enfin, voilà, d'essayer de le faire bien. Donc, moi, je n'ai pas pour vocation à évangéliser, j'aime pas ce mot en plus, tout le monde. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai une conviction, j'essaie de l'appliquer. Après, c'est vrai que, bien sûr, on a des collègues avec qui on discute, on échange, on est aussi dans des réseaux d'enseignants-chercheurs qui sont les nôtres, donc avec des volontés, heureusement que ces sujets avancent. Je ne vous dis pas que j'ai pas envie que ça avance, au contraire, si on fait ce qu'on fait, c'est pour que ça avance. Donc, du coup, je n'ai pas pour vocation, moi, à convaincre. Moi, j'aime bien convaincre par le travail, en fait, c'est-à-dire par l'exemple. C'est-à-dire, c'est même presque la définition de l'éthique, hein, c'est-à-dire passer de la pensée à l'action. C'est-à-dire, c'est très compliqué de faire accepter à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Donc, il y a des gens qui, vous avez beau les convaincre, ils ne voudront jamais le faire. Donc, vous avez beau essayer de convaincre, en tout cas, je pense qu'ils ne voudront jamais accepter ça. Et puis, c'est-à-dire que même, ils n'y croient pas. C'est-à-dire qu'ils sont, pour eux, la finance, c'est comme ça que ça fonctionne, ils y croient à fond, etc. Donc moi, déjà, j'essaie de convaincre mes étudiants, enfin de convaincre, j'essaie de former mes étudiants. Dans mon écosystème, à moi, si on doit repenser à ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça passe dans les microsystèmes, j'essaie de faire mon travail, c'est-à-dire avec mes étudiants, avec mes collègues de travail, et de démontrer par la pédagogie de l'acte. C'est-à-dire, en gros, pour moi, la meilleure manière de convaincre, c'est de démontrer que ça fonctionne, d'expliquer les méthodes pour faire en sorte qu'il y ait des gens en plus qui peuvent se les approprier. Et comme on dit souvent aux étudiants, d'avoir un trousseau de clés un peu plus rempli. C'est-à-dire que
Le trousseau de clés, il n'a plus une seule clé, il en a plusieurs. Donc, moi, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, après, vous avez le choix, mais on vous donne un autre choix, en tout cas. On vous propose un autre choix. Après, la décision individuelle fait que les gens vont essayer de convaincre. Mais souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est que la pédagogie par l'action, c'est-à-dire le travail, monter des grosses formations, monter des gros projets de développement d'un point de vue pédagogique sur nos formations en finance, transformer toutes nos formations, essayer de transformer tous nos cours. Au sein de l'école, on a vraiment un projet de dissémination maintenant, c'est quasiment dans tous les programmes ou dans tous les cours, on a vraiment cette volonté de toucher du doigt ces enjeux-là. C'est un énorme chantier, parce que c'est quand même une grosse structure, mais c'est quelque chose qu'on met en place et sur laquelle on avance fort. Disons que ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de montrer que ça existe et que ça marche. Donc, l'idée après, c'est que ça fasse des petits, bien sûr, mais aller avec un bâton sur la tête de quelqu'un en disant que ce qu'il fait, c'est nul et qu'il ne comprend rien, ça, c'est pas ma philosophie du tout. Donc, la conviction, je pense que voilà, elle doit être déjà en nous, qui souvent, et j'ai publié une recherche là-dessus, en fait, qui dit, en termes de conclusion, de discussion, que la responsabilité, elle est éminemment individuelle. C'est-à-dire que d'abord, ça part du prisme de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant, tout seul, face à son ordi, face à ses lectures, face à ses cours, face à tout, quoi, ses étudiants, sa pédagogie, c'est la question qu'il se pose lui-même, c'est-à-dire c'est son éthique individuelle. Après, je pense que rien ne peut se faire s'il n'y a pas de volonté de l'enseignant individuel au départ. C'est-à-dire c'est pas qu'un projet école. Si vous pensez, quand vous êtes enseignant, que l'école va vous emmener dans un projet global et qu'elle va emmener tous les profs en même temps, je pense que ça existe, oui, ça existe, mais la manière, enfin, il y a des profs qui vont rester sur le bord de la touche. C'est-à-dire que c'est comment on les accompagne, ces profs aussi, tout doucement, comment ces gens-là, ils viennent aussi à ces enjeux-là, comment ils transforment leur pédagogie. Donc, je pense que la meilleure manière, c'est de démarrer des structures pédagogiques, des contenus, démontrer qu'après, on va crescendo, puis après, en voyant que ça marche, il y a des méthodes, et du coup, on essaie de les implémenter. Donc, la conviction, je pense que déjà, elle doit être individuelle, et elle ne doit pas être forcée. Elle doit être par le travail et l'exemple du travail en réalité. Merci. Et justement, vous parlez de l'évolution au sein de votre établissement. Est-ce que vous avez des clés, à partager, de manière de faire pour, faire évoluer les enseignements, pour inclure les enjeux écologiques au sein d'un établissement? Des clés. Si vous voulez, oui, je vais essayer d'en donner. Si c'est une question, je vais essayer de donner une réponse en donnant quelques clés. Donc là, on est plus dans une vision d'implémentation institutionnelle, c'est-à-dire faire en sorte que ça se dissémine un peu dans les institutions, les universités, les écoles, etc. Faut repartir du principe que nous, on parle de finances écologiques, ok, finances pour la transition. Donc, il y a des gens, il y a des universités, des écoles d'ingé ou des gens qui travaillent sur les enjeux de environnement, écologie, etc. depuis très très longtemps. C'est ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pas besoin, ils parlent pas de finance, mais ils parlent d'écologie au quotidien. Si on doit parler de finance écologique, c'est-à-dire qu'on remet ça au prisme du management, là c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, le prisme du management et de la finance, on l'a expliqué, c'est une enveloppe qui va rester sur des critères très précis et très dogmatiques. Donc, ça veut dire que là, il y a, je dirais, un frein, entre guillemets, un peu politique, plus complexe, parce que ça touche même à ce qu'est la société, quoi. C'est-à-dire, nos étudiants, on les forme pour ça. Donc, effectivement, il y a un frein politique qui peut être plus complexe parfois. Bon, nous, on a eu la chance, je vous dis, il y a peut-être, je ne peux pas l'avoir, sincèrement, de plutôt bien expliquer le projet et vers quoi ça allait nous faire tendre. Mais par contre, je dirais que la meilleure manière, peut-être, de commencer à disséminer ça un peu de manière un peu plus large dans les institutions, c'est effectivement de repartir du micro, c'est-à-dire de repartir déjà de sa propre pédagogie. C'est-à-dire, on ne peut pas penser qu'on va tout transformer si déjà on n'a pas tout réformé chez soi. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il faut déjà avoir un peu tout réformé chez soi avant de pouvoir penser plus large. Et puis ensuite, effectivement, c'est avoir la capacité d'avoir des équipes un peu solides, quoi, autour de soi, quoi, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec vous qui sont les mêmes, quoi, c'est-à-dire et qui ont une capacité à faire la même chose de leur côté. Donc, c'est le principe d'atomisation, quoi, c'est-à-dire plus vous atomisez et plus vous diversifiez en réalité, et plus finalement, après, vous ramifiez. Donc, du coup, je dirais que seul contre tous, c'est très compliqué. Ça se fait avec les forces collectives. Donc, du coup, il faut qu'effectivement, dans l'école, il y ait des résonances, il y ait des capacités aussi à avoir des constructions de projets collectives, et que des capacités à avoir des centres de recherche, des capacités à faire de la recherche déjà là-dessus, et ensuite, de manière collective et commune,
à lancer des projets communs. Je sais que nous, le projet du master qu'on a créé il y a maintenant 7 ans, c'était un projet commun de 2 ou 3 personnes. Donc, notamment avec mon collègue Thomas Laborcego, avec qui à l'époque, on passait des journées entières à échanger sur la vision philosophique même de ce qu'on voulait mettre en place. Ça a pris du temps à faire, en fait. Et puis un jour, à force de designer la vision philosophique, on l'a écrite dans nos cours. Donc voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, si on veut que ça passe par une dissémination institutionnelle, ça, c'est quand même du temps long. Il faut avoir, je dirais, des gens convaincus et qui sont en capacité de se rassembler en équipe ensuite pour pouvoir monter des projets communs. Ça rend plus fort. C'est-à-dire qu'effectivement, y aller seul contre tous, c'est complexe. Mais bon, là, il y a une deuxième variable quand même qui aujourd'hui change et qui rend les choses un peu plus simples. C'est que c'est quand même un sujet qui s'est beaucoup disséminé, c'est un sujet qui s'est beaucoup démocratisé, et qu'aujourd'hui, on est plus dans la logique du comply or explain, quoi. C'est-à-dire, si tu ne fais pas des cours en finance verte ou en monnaie écologique, etc., explique-nous pourquoi tu ne le fais pas. Et puis, les étudiants sont montés au créneau, si ça nous a bien aidé. Donc, effectivement, les étudiants qui commencent effectivement à avoir des discours beaucoup plus engagés, beaucoup plus radicaux sur le sujet, ça a permis l'accélération de la transformation des contenus, et du coup, les institutions s'y mettent. On se dit, on va peut-être se couper une grande partie des étudiants si on ne transforme pas, nous, dans notre politique, nos actions pédagogiques, donc du coup, nos formations. Donc ça a été un accélérateur de développement. Ça aide effectivement à démocratiser beaucoup plus facilement la question des enseignements écologiques, climatiques, écosystémiques, en finance et en économie. En tout cas, ça, c'est sûr, et que les collègues aujourd'hui ont la capacité de le faire aujourd'hui, les profs qu'on recrute. Il faut souvent regarder les recrutements, il faut qu'il y ait une connotation un peu de durabilité derrière, en recherche, en enseignement, de plus en plus. Ça se démocratise, donc ça veut dire que ça devient plus simple. Du coup, la question maintenant, si ça se démocratise et que c'est plus simple, la question, on revient à ce qu'on disait au départ, c'est comment on le fait. Parce qu'après, il y a une manière de le faire. Pour moi, en tout cas, il y a une manière de le faire. Donc, c'est soit on le fait dans un truc qui est très mainstream et qui va faire en sorte que la durabilité, c'est le déterminant au service de l'enjeu financier, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est-à-dire où on met le curseur réellement de la durabilité. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est la question finale. C'est OK, maintenant, tout le monde le fait, mais comment bien le faire? Voilà, ça, c'est la vraie question. Merci. Et justement, est-ce que vous pensez qu'un enseignement de master, par exemple, en finance durable, c'est suffisant? Ou est-ce que, qu'est-ce qui serait le plus pertinent selon vous? Du coup, au Shift, par exemple, on porte, l'idée que ça soit transversal à toutes les formations en finance pour que chacun et chacune soit formé aux enjeux écologiques et sache, ait les capacités de transformer la finance, oui, le fonctionnement, en lien avec les limites planétaires. Quelle est votre approche de ce sujet-là? Euh, alors, à l'époque, c'est-à-dire que si on parle d'il y a 7 ans en arrière, c'est complètement différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous l'ai dit au tout début de nos échanges, quand vous parliez il y a 10 ans de faire des cours en finance durable, des cours, je ne parle pas de la recherche existait depuis longtemps, mais de faire des cours en finance écologique et en finance durable, les gens ils vous regardaient avec des yeux, ils ont dit c'est un extraterrestre en fait. Je ne sais pas ce qu'il dit, c'est un utopiste. Enfin, nous, on a tout entendu. Après, ça a commencé tout doucement à se faire. Mon conviction personnelle, on l'a fait. Donc ça, c'était il y a 7 ans. On l'a ouvert contre vents et marées, en fait. Même, franchement, quand on a ouvert le master entier, je ne parle pas d'un cours, un master identifié finance durable, franchement, par expérience, que c'est moi qui l'ai lancé ce programme, mais je l'ai dirigé pendant 6 ans, on s'est fait, non pas insulter, mais les gens ils se disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'aurez personne dans vos amphis. Alors ouais, c'est vrai, on a démarré petit, mais on a eu la chance d'avoir une école qui nous a dit, on y va quand même. Avec 5 étudiants quand même au départ. Il ne faut pas oublier qu'on avait 5 étudiants quand on a démarré le truc. Donc on faisait des cours de 5. Vous imaginez faire des cours de 5? Donc les étudiants, au moins ils se sont dit, c'est bien, ça va être hyper personnalisé, mais il faut avoir envie quand même. C'est-à-dire que, nous on avait envie, mais il faut se dire, il faut y croire, quoi. Il faut s'accrocher. Aujourd'hui, on est dans une sélectivité énorme, c'est international, on a 15 nationalités dans le programme. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais pour que ça marche, je pense qu'on a pris le bon chemin, parce que pour que ça marche, il fallait mettre une étiquette, c'est-à-dire rendre visible la durabilité en finance. C'est-à-dire
master en finance durable. Okay. Donc ça permettait d'identifier. C'est-à-dire que comme c'était on voulait projeter de quelque chose, une autre approche, quelque chose de différent. Donc on ne pouvait pas dire master finance. Il fallait effectivement que ce soit visible. Donc un master spécialisé sur ce sujet-là pour apprendre ces questions-là et remettre en question le reste. Après, ça veut dire que nous, on avait d'autres masters aussi dans l'école. Donc du coup, est-ce que les gens se disent, ouais, mais si vous faites ça, ça veut dire que vous critiquez les autres dans votre propre école? Non, non, il y avait une volonté aussi d'accompagner, et même dans les autres, d'aller mettre en place des structures d'intégration pédagogique aussi qui touchent à ces sujets. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vouliez le faire à fond, il y avait un master, et si vous voulez avoir une approche théorique et technique sur ces sujets, on le faisait déjà aussi dans d'autres. Donc déjà, la dissémination, elle se faisait déjà dans les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis une grosse tête de gondole, un gros produit sur le sujet, en disant voilà, ça va donner de la visibilité au sujet. Et puis, on va commencer à aller ouvrir un peu les boîtes dans les autres contenus, dans les autres formations. Maintenant, pour moi, il y en a des masters Sustainable Finance and Economics, il y en a plein, quoi. C'est-à-dire que bon, il commence à y en avoir, ça se dissémine. Il y a des gens qui proposent de nombreuses heures de cours, des trades, des masters spécialisés, donc j'ai pas mal de collègues qui en ont ouvert, etc. Donc maintenant, pour moi, la question, c'est la réalité des choses, ça serait de dire que la durabilité, c'est quelque chose qui est systémique et qui est intégré complètement dans la finance. C'est-à-dire que normalement, on devrait parler de master finance à la fin en se disant, de toute façon, master finance, c'est faire ça. La finance, c'est ça, en fait. On revient à ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'est-ce que faire de la finance? Donc, la finance, c'est ça, donc, c'est-à-dire qu'on intègre obligatoirement ces enjeux. Mais je pense qu'on n'en est pas encore à cette heure-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on a toujours besoin d'utiliser encore un peu des étiquettes pour montrer, pour rendre visible la chose déjà, parce que ça reste quand même très minoritaire. Il faut être lucide, hein, c'est-à-dire que les enseignements en économie et en finance, ça reste quand même très, très mainstream, quoi, hein, c'est quelque chose qui est encore enseigné à l'ancienne dans beaucoup d'institutions, et que du coup, ces sujets-là qu'on aborde aujourd'hui, pour certaines personnes, ils n'existent même pas. Donc, effectivement, je pense qu'il faut encore avoir cette étiquette pour donner de la visibilité, pour que des étudiants, justement, qui se disent, nous, on veut trouver du sens dans nos programmes, ils se disent, tiens, peut-être là, il y a une étiquette boom qui rayonne verte, écolo, donc déjà, ça me donne envie d'aller voir ce qu'il y a dans les contenus. Et voilà, parce que si on avait juste Master Finance, ça demande effectivement d'avoir un approfondissement dans l'analyse de ce que sont les contenus pédagogiques, les syllabes de cours, etc., qui est plus forte. Et du coup, je pense qu'on n'en est pas encore là. La meilleure manière, c'est déjà, de mettre des étiquettes très visibles dans des parcours spécialisés. La deuxième chose, c'est ensuite de disséminer ça dans plein de cours dans l'école, c'est-à-dire de faire en sorte que ça devienne mainstream. Et la troisième étape, c'est l'intégration totale, c'est-à-dire qu'effectivement, on en parle de partout. C'est-à-dire qu'en fait, mais ça, c'est les chantiers de toute une vie, hein, donc d'une carrière, mais c'est vrai que nous, en l'espace de 7 ans, on a déjà ouvert des masters spécialisés entiers de 450 heures, et on a disséminé ça dans l'ensemble de nos cours. C'est-à-dire que nous, dès la L3, en gros, L2, L3, M1, M2, en finance, ils ont tous accès à ces sujets. Ils savent tout ce que c'est. Donc, du coup, je donne un exemple. On a un cours de macroéconomie écologique pour les L3, nous, qui est dispensé à plus de 1000 étudiants. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un truc qui est fait dès la L3. C'est-à-dire, en gros, la vision macro à l'aune des limites planétaires et des enjeux écosystémiques. Donc du coup, la vision monétaire, la vision des agrégats financiers, etc., économiques. Donc, ça, c'est mon collègue Thomas Laguarde-Cerveau qui le fait avec d'autres profs engagés dans l'école. On a d'autres profs qui travaillent avec Thomas Laguarde, Laurence Lepoder, pour Iris Giger. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet-là chez nous, donc qui le font très bien. Donc après, en L3, on a aussi des cours de finance écologique avec des collègues de l'école qui le font. En M1, on est en train de mettre en place une certification en finance écologique et en finance verte. Et en M2, on a le Master Sp et des cours optionnels et des cours fixes dans les curriculums et même dans les cours de finance classiques. Tout ce qu'on a décrit, c'est-à-dire la manière d'aborder la question critique, la manière d'aborder les outils, c'est abordé. C'est abordé dans tous les sujets. Donc, c'est quelque chose en tout cas, dans tous nos masters finance, on a cette approche, voilà, de comprendre, de ne pas se dire, tiens, aujourd'hui, on a un master finance, on va prendre le bouquin de Merton, et on va faire ça. Voilà, ça, chez nous, en tout cas, ça n'existe plus en finance. Eh bien, merci beaucoup. On va maintenant passer aux premières questions de l'audience. Justement, pour passer après l'enseignement et dans la vie active en entreprise. Une des questions, c'est quel est l'accueil des entreprises dans lesquelles vos étudiants réalisent leur stage? Et est-ce que les étudiants ne font pas face à des injonctions paradoxales avec cette formation une fois qu'ils entrent en entreprise? On les prépare, les étudiants. C'est une excellente question. C'est-à-dire qu'effectivement,
derrière, il y a des jobs. Derrière, il y a des entreprises. Et les entreprises, elles ne sont pas toutes alignées avec nous, enfin, pas toutes alignées. On n'a pas tous les mêmes valeurs, quoi. Et puis l'entreprise, elle est dans le marché de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que c'est le marché de compétition, c'est le marché de développement économique, de croissance économique. Donc, bon, ben, parfois, les valeurs que nous, on essaie d'apprendre aux étudiants ne sont pas toujours calibrées avec les enjeux de l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on apprend à nos étudiants, ce qu'on essaie de leur apprendre, c'est déjà, il faut qu'il y ait une connaissance en amont d'arriver chez nous qui soit un peu technique. C'est-à-dire qu'il faut que l'étudiant, quand on recrute, ça se passe déjà dès le recrutement. C'est-à-dire que quand on fait les entretiens de recrutement, on essaie de comprendre déjà quelles sont ses compétences à la base, comment il est formé, comment il a été formé, et est-ce que nous, on pense que du coup, il va pouvoir s'insérer dans la vision de ce que nous, on va enseigner, et après, c'est-à-dire dans l'entreprise. C'est-à-dire que nous, nos étudiants, quand ils partent en entreprise, ils ont quand même la connaissance des outils. C'est-à-dire que, bon, ben, après, je vous rassure, hein, un étudiant, quand il arrive dans une entreprise en stage, même dans une grosse société de gestion d'actifs, par exemple, on ne lui demande pas de calculer des frontières efficientes. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, bon, ben, Ali, en gros, fais-nous des analyses de risque sur des boîtes, fais-nous un pitch, comité d'investissement, ça doit passer, il faut que tu nous expliques l'entreprise, etc. Donc, il faut se mettre aussi dans la réalité de l'entreprise. Nous, on forme des gens qui vont travailler principalement dans plusieurs industries. L'investissement, principalement. Les fonds d'investissement, donc ça passe par les fonds non cotés, les fonds cotés, donc l'agro-gestion d'actifs ou les fonds de private equity, etc. On a de plus en plus d'étudiants qui partent dans les ONG. On a de plus en plus d'étudiants qui partent dans les systèmes policy makers ou banques de développement, etc. Donc, on a des gens qui bossent à l'OCDE, on a des gens qui bossent à la Banque mondiale, on a des gens qui bossent près de l'Union européenne dans les enjeux de régulation. On a des gens qui bossent en gros gestion d'actifs, on a des gens qui bossent dans les milieux de private equity. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on essaie de leur donner un cadre global de valeur. C'est-à-dire en gros, en disant, voilà, si demain vous voulez faire ça, il faudra certainement mettre ça en place. Après, la question des compétences techniques dans les stages, l'injonction paradoxale, je vous avoue un truc, sincèrement, presque, on se la pose, parce que nous, tous nos étudiants, ils sont en poste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un étudiant qui est sur le carreau, ils ont tous des postes. Après, ils choisissent le job qui leur va, qui leur correspond, sauf que nous, on essaie de se dire qu'avec tout ce qu'on leur a enseigné en amont, ils auront la capacité aussi dans les entreprises, à moyen long terme, hein, parce que ça ne se fait pas en stage, ça ne se fait pas au bout d'un an, de pouvoir transformer les idées de l'entreprise, c'est-à-dire en interne aussi, c'est-à-dire peut-être, ben, tiens, stratégiquement, comment on construit des méthodologies. Donc, bien sûr, c'est des petits grains de sable, mais si on ne met pas des petits grains de sable, bah, rien ne se passera. Donc, je pense qu'effectivement, nous, c'est cette manière-là, c'est j'aime pas le mot de mettre des plugs dans la matrice, mais c'est très, je dirais, négatif presque, mais un peu. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, vous allez aller en entreprise, vous aurez des compétences techniques qui vous seront indispensables, mais en même temps, on ne va pas vous demander de tracer sur des tableaux des frontières efficientes de portefeuille. Chez nous, on n'apprend pas à coder des algos, donc bon, bah, du coup, vous savez que vous n'avez pas sur cette job, donc on ne fait pas des boulots de quant. Donc, nous, le métier, il est destiné vers l'investissement, les enjeux politiques, régulateurs, etc. Donc, du coup, ils vont plutôt dans ces métiers. Après, avec ces cartouches-là, ils choisissent les entreprises qui sont prêtes à les accueillir. Il y en a plein. Donc, nous, aujourd'hui, on a 35-40 étudiants dans le programme Master SP. Ils font tous un très bon stage qui correspond exactement à ce qu'ils voulaient faire. Parce qu'on a créé aussi des réseaux d'entreprises qui sont en capacité de les accueillir. Et en même temps, s'ils bossent chez les très gros, ben, c'est très bien parce qu'ils vont comprendre aussi comment ça se passe de l'intérieur. Et du coup, nous, ce qu'on leur a peut-être enseigné, ils vont avoir la capacité de pouvoir mieux valider ça, mieux le comprendre et du coup, essayer d'avoir une vision un peu plus globale, holistique de la question et de la situation. À partir du moment où ils auront des responsabilités, on espère qu'ils auront aussi des discours qui seront différents. Et même déjà au sein de l'entreprise. Et de manière générale, c'est ce qu'on valide. On est plutôt très fiers de tous les étudiants qu'on a formés depuis des années maintenant et qui sont plutôt des bons ambassadeurs de la philosophie, on est toujours très proche d'eux, de la philosophie de ce qu'on a essayé en tout cas de leur transmettre. Mais bien Merci sûr que la question de l'injonction paradoxale, elle est là. Le monde est fait de paradoxes, il faut savoir les surmonter. Alors une autre question, de l'audience, qui souligne, le côté systémique et qui trouve, difficile en tant que prof de finance, de de faire avec, ce côté systémique. Donc la question c'est, quelle part consacrez-vous aux non financiers, donc écologie, climat, ressources, systèmes sociaux, philosophie, par rapport aux financiers dans vos formations? Intuitivement, je dirais 30-70 grosso modo, mais au risque de traiter en surface des domaines très complexes avec uniquement 30 du temps. Euh, Si je dois répondre par un chiffre, j'aime pas trop moi parler de chiffres et de proportions. Et pour moi, c'est des choses intégrées. Donc, enfin,
C'est pas que c'est intégré, voilà, ça doit être intégré. C'est-à-dire qu'il y a une logique de construction, en fait, si vous voulez. Mais si on doit mettre une quantification, si on doit monétiser, entre guillemets, le temps passé sur la capacité à parler de finance et d'économie. Encore une fois, nous part du principe que on ne parle pas d'écosystémique d'un côté et puis de finance de l'autre. C'est-à-dire que quand on dit on repense les outils financiers, c'est qu'en fait, on met ça en pratique. On essaie de mettre dans des cas réels. On a construit beaucoup de cas, beaucoup de situations de mise en situation réelle, en fait, pour les étudiants qui doivent se positionner face à tout ce qu'on a pu avoir avec l'approche critique des constructions théoriques et l'approche écosystémique et après outils financiers. Donc, du coup, ils essaient de le mettre en place dans des systèmes concrets. Si on doit... Franchement, c'est compliqué de répondre à ça. Parce que c'est tellement intégré de manière générale, un peu de partout, que du coup, faire une quantification, c'est compliqué. Mais après, je dirais qu'en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des tiers-temps. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du 33-33-33. C'est-à-dire approche déconstructive, donc on apprend la théorie financière et les outils financiers, mais dans une vision aussi de déconstruction. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le construis dans mes cours. Ensuite, l'approche écosystémique et l'approche financière, repenser les outils. Donc, c'est du un tiers, un tiers, un tiers. Pour moi, c'est vraiment, faut mettre au même niveau les enjeux écosystémiques que les enjeux financiers. Il faut leur apprendre les outils, bien sûr, mais avec une perspective de recul et dans l'objectif de la finalité écosystémique. Donc, ça veut dire qu'effectivement, 70-30, moi je dirais qu'il y a un tiers d'approche critique, un tiers vraiment de compréhension des enjeux écosystémiques et un tiers d'outils financiers purs. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Moi, dans ma vision de mes cours et de ma philosophie d'enseignement, c'est plutôt ça. Voilà. Donc, quel que soit le cours, j'essaie d'avoir déjà sur le cours l'outil, une approche d'analyse de déconstruction, c'est-à-dire essayer de comprendre vraiment épistémologiquement comment ça se passe. On le remet ça à l'aune des enjeux écosystémiques et après on repense l'outil. Voilà, on essaie d'aller au fond des choses d'abord pour essayer de le repenser. Donc, du coup, moi, c'est vraiment cette approche un tiers, un tiers, un tiers. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une autre question sur la formation continue. Donc, je vais vous la lire. Cette vision de changement temporel devrait être disséminée dans les entreprises qui ne voient pour la plupart que la rentabilité à court terme sans prise en compte de l'impact des limites planétaires sur leur business futur ou sans prendre en compte le risque avant l'heure. Puis des formations continues pour les entreprises qui souhaitent s'inscrire dans la durabilité. On en fait. Donc, après, moi, je fais pas mal d'intra dans les entreprises, donc à titre personnel. J'ai fait pas mal de formations continues pour des professionnels de la finance, en réalité, sur ces sujets, avec cette approche-là, ce qui détonnait un peu parfois, mais finalement, ça fonctionnait plutôt bien. Donc, je ne vais pas nommer les entreprises, hein, mais des sociétés de gestion d'actifs, des grosses sociétés de gestion d'actifs, et des fois, on a même eu en formation des dizaines, voire des centaines de gérants et qu'on a formé à ces questions. Donc, moi, je fais pas mal de formations continues, mais plutôt sous forme d'intra. Ça passe aussi, effectivement, la question, elle est très importante, de développer des certificats ou des formations pour la formation continue. Donc, je sais que nous, on le propose dans notre propre institution, je viens de vous le dire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui le font. J'ai des collègues qui le font dans d'autres universités, notamment à Dauphine, etc. Donc, qui font des choses très, très bien là-dessus, sur l'information extra-financière, l'intégration des enjeux extra-financiers dans les décisions financières. Donc, effectivement, ça existe. Mais bon, nous, c'est vrai qu'on propose à la base en formation initiale. On a la capacité dans nos formations initiales d'avoir des étudiants en formation continue. Et puis ensuite, effectivement, il y a le prisme de former les professionnels. Donc ça, je pense que quand vous partez dans un processus de formation classique, vous envisagez vous voyez les deux, c'est-à-dire la formation initiale et la formation continue. Et donc, du coup, vous proposez aussi des certifications, des projets de développement pédagogique pour les professionnels sur des temps plus courts, généralement, parce que c'est difficile pour un professionnel d'avoir du temps pour suivre un master entier de 450 heures, ou alors il faut que les horaires soient aménagés. Mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. On essaie de le faire. Moi, j'en fais beaucoup. Et c'est ce que font aussi beaucoup de mes collègues dans d'autres institutions. Souvent, il y a beaucoup d'institutions, bizarrement, enfin pas bizarrement non, mais qui ont plutôt démarré par la question de la formation continue avant de penser à la formation initiale. C'est plus simple parce que la formation initiale, c'est beaucoup plus gros, les programmes, les étudiants, c'est plus complexe, etc. On a l'habitude de faire des choses. En formation continue, c'est plus pratico-pratique. Donc, du coup, il faut donner des nouvelles techniques, des nouvelles clés.
Donc, effectivement, il y a beaucoup d'institutions qui l'ont plutôt pris sous le prisme de la formation continue avant de le penser sous la formation initiale. Nous, ça a plutôt été l'inverse. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est indispensable, former les professionnels à ces questions-là. Je dirais que c'est quelque chose maintenant qui commence à se développer réellement. Au-delà des institutions académiques, il y a aussi des centres de formation ou des gens qui sont formés, qui sont spécialistes, experts de la formation, qui proposent aussi pas mal de formations et de contenu sur ces sujets-là, sur le principe de certification généralement. Et justement, ce qu'il y a d'intéressant dans les formations initiales, c'est qu'on a globalement beaucoup plus de temps que pendant les formations continues. Du coup, comment est-ce que vous faites pour intégrer toute cette dimension systémique et de remise en question des modèles actuels? Dans la formation initiale, Continue. continue, pardon. Là, c'est des temps plus courts, donc on raccourcit, on va à l'essentiel parfois, mais bon, si vous faites une certif, ça dépend des heures. Des fois, il y a des certifs qui font 40 heures, 50 heures, 90 heures, une centaine d'heures. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie toujours, moi, je le vois toujours sur cette temporalité, un tiers, un tiers, un tiers. Si j'ai un cours de 30 heures, je vais faire 10 heures, 10 heures, 10 heures, entre guillemets. Après, j'adapte aussi mes méthodes pédagogiques, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui sera plus sur des cas, du débat, etc., ou de la présentation d'étudiants, pédagogie inversée, etc. Si c'est 100 heures, c'est 30, 30, 30, 33, 33, 33. Si c'est 40, on divise par 3. Donc, en fait, moi, j'essaie toujours d'avoir cette volonté, même en formation continue, d'avoir un. Et ce qui est très intéressant, moi, par exemple, je ne dirais pas encore le nom de l'entreprise, mais j'ai dû former en ligne pendant 4 jours 250 gérants d'une grosse société de gestion d'actifs à la question des enjeux écologiques et sociaux. C'est-à-dire dans les décisions financières, donc vous leur parlez des bonds, vous leur parlez des fonds ESG, des labels, de la régulation, des acteurs, etc., etc. Et du coup, j'ai passé, franchement, donc ça, une journée à leur parler que d'enjeux écosystémiques. Et en gros, je leur parlais pas de finance. Je leur ai parlé que de ce qui se passe au point de vue énergie, climat, extraction de ressources, influence et effet sur les écosystèmes, biodiversité, et du coup ensuite effet sur les indicateurs macro, quel est le modèle économique qui est en face de ça, comment ça se passe, les interrelations, etc. Donc j'ai passé une journée à leur parler de ça. J'ai l'impression qu'ils ont adoré, en fait. Ça leur a plu. Et au contraire, même, ça les a informés dans leur propre métier. C'est-à-dire que si j'étais parti en disant, voilà, bon, mais tes décisions financières, score ESG, portefeuille, green bonds, évaluation des green bonds, jeu des investisseurs, marché, régulation, etc. Si j'ai fait que ça, bon, ça leur a appris plein de choses. Mais en même temps, voilà, nous, on a un rôle de formateur. Donc, si on doit être formateur, on ne peut pas parler de la finance écologique, la finance durable, si on ne parle pas d'écologie durable. Donc, il faut qu'ils sachent à quoi ils ont affaire. Donc, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. C'est éminemment important. Donc, du coup, on passe du temps aussi, même en formation continue, à leur expliquer ces enjeux. Je pense que c'est de culture générale, même maintenant, il faut le faire, c'est indispensable. Nous, on milite même pour que ça se fasse dès les collèges, dès les lycées. Enfin, c'est des sujets maintenant qui doivent être pas vus qu'à l'université ou pas accessibles qu'aux étudiants dans le supérieur. Il faut que ce soit quelque chose qui rentre maintenant très vite dans la société, dans l'éducation en général. Donc, c'est aussi dans la formation continue. Enfin, c'est indispensable parce que c'est de la culture générale. Enfin, il faut comprendre ces enjeux si on veut pouvoir les financer et mieux faire ses choix financiers, mieux allouer les capitaux, faire le tri, savoir quels outils il faut mettre en place en face de ça. Effectivement, ça demande d'avoir une vision de ce que sont les enjeux écosystémiques en général, c'est clair. C'est obligatoire même. Parfait, merci beaucoup. Du coup, une autre question un peu plus liée au fond. Est-il quand même important, à votre avis, de parler des concepts classiques ou néoclassiques dépassés pour mieux comprendre leurs limites, les critiquer et les dépasser vraiment? Oui. Oui. Ok, prochaine Non, question. mais je plaisante. Mais oui, c'est ce qu'on expliquait au début de cet entretien. C'est que nous, la manière dont on enseigne la vision de la théorie financière néoclassique, c'est justement par le prisme de la déconstruction. C'est-à-dire, voilà ce qu'est la théorie financière néoclassique. Donc voilà, on l'explique, donc du coup, on enseigne. Okay, mais sur des faits, c'est-à-dire, voilà les hypothèses, voilà les principes théoriques, voilà la validation empirique, etc. Et ensuite, on se dit, voilà les faits. Donc, on essaie de mettre en lien ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on va essayer de comprendre
au plus petit et au plus profond parfois. On a des profs qui sont des spécialistes de ça. Je pense à un cours qu'un collègue qui s'appelle Christian Walter effectue dans notre programme, effectué pendant des années, c'est-à-dire ce côté épistémologie des modèles financiers. C'est-à-dire comprendre déjà si dans les lois, les métriques de risque, on utilise les bonnes lois. C'est-à-dire est-ce que c'est une loi brownienne ou une loi gaussienne qu'il faut utiliser? Est-ce que la loi brownienne, elle va prendre effectivement la continuité de la courbe? Dans les calculs de risque, elle ne prendra jamais l'influence des valeurs aléatoires sur la volatilité. Donc, en fait, si vous voulez, on a tendance à lisser les risques de manière générale, déjà même dans la construction des métriques. Déjà comprendre si, dans la construction des métriques, c'est des bonnes variables qui sont utilisées ou pas. Donc, effectivement, et du coup, repenser la théorie financière à l'aune de nouvelles métriques, c'est-à-dire, du coup, le MEDAF, comment il va se construire? Du coup, la diversification de portefeuille, est-ce que ça sera la même? Quel type de métrique de variable il faut prendre en compte à l'ère de l'écologie? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut penser les mêmes portefeuilles? Est-ce qu'il faut analyser les mêmes risques? Est-ce qu'il ne faut pas changer les métriques des risques? Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous, déjà, on l'explique. Ensuite, on pose des faits et ensuite, on essaie de comprendre effectivement s'il y a des déconstructions parfois qui peuvent se faire d'un point de vue épistémologique même. Donc, du coup, oui, pour répondre, là, je redis oui, c'est indispensable d'enseigner la théorie financière néoclassique, classique, moderne, comme on l'appelle, pour mieux la comprendre, parce que souvent on passe dessus, mais on ne la comprend pas trop. Je pense que j'aime bien la phrase d'Edgar Morin qui dit il faut penser complexe sans rendre les choses compliquées. Donc en fait, nous, c'est ce qu'on essaie entre guillemets de faire, c'est penser complexe, c'est croiser les disciplines. Donc là, on va prendre l'épistémologie, par exemple, pour mieux comprendre des choses compliquées et les rendre simples. Voilà, essayer de les rendre simples, en tout cas. Super, merci. Alors, une autre question, quelle place occupent les fresques, ateliers dans la sensibilisation et la formation des étudiants? Ça, c'est plus au niveau de l'école, de l'institution, donc ça serait compliqué pour moi de répondre. Nous, chez nous, la fresque du climat, c'est quelque chose qui est fait tous les ans. Donc, nos étudiants, ils ont ça à la rentrée, généralement, c'est plutôt un moment fort de la rentrée. Donc, nos étudiants, il y a beaucoup d'ateliers qui sont animés par beaucoup de profs et beaucoup de gens qui ne sont pas des profs même dans l'école, donc qui sont aussi déjà engagés dans l'école sur des services support, des services d'administration, de gestion, de direction, etc. Donc, c'est plutôt un projet école, ça, la fresque. Bon, nous, généralement, nos étudiants, quand ils arrivent chez nous, c'est plutôt fin d'études, donc il y a quand même une compréhension des enjeux qui est avérée. Et la fresque, nous, ils la font tout au long de l'année, donc tout au long des 18 mois, si vous voulez. Donc, du coup, c'est vrai que nous, c'est autre chose, mais si on doit parler de l'école, voilà, c'est un sujet qui me concerne moins, parce que moi, je suis qu'un prof parmi d'autres dans l'école. Je m'occupe de mes affaires personnelles, même si, bien sûr, on est impliqué dans plein de projets de l'école et pour l'école. Mais c'est vrai que la fresque, c'est quelque chose qui est proposé dès la rentrée. C'est un des moments forts de la rentrée pour nos étudiants. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui travaillent sur ce sujet-là dès la rentrée, pour les sensibiliser effectivement aux enjeux écosystémiques, quoi, aux enjeux climat de manière globale. Alors, comment expliquez-vous que souvent dans les établissements, ce sont les départements finances et économie qui résistent le plus à l'intégration des enjeux écologiques? C'est une vraie question. Euh, alors, moi, déjà, franchement, nous, on n'a pas ce problème, Maquette. Je vous le dis franchement, c'est pas. Nous, en tout cas, on n'a pas ce problème. On a un département qui a, je pense, on est une trentaine de profs, nous, à peu près, dans notre département, dans notre école, donc en finance, économie, comptabilité. Je pense qu'on a un centre de recherche qui est transversal en fait, sur ces questions, donc qui fait qu'il y a beaucoup de profs, même s'ils ont pas, si tout le monde n'enseigne pas ça, il y a beaucoup de profs qui l'ont intégré et qui commencent à l'intégrer même dans leurs cours et qui le comprennent. Et on n'a jamais des discussions en interne où, en fait, on est en train de s'envoyer des coups de machette, hein. Je veux dire, nous, on est vraiment plutôt dans une capacité collective à effectivement comprendre que cet enjeu-là, il est partout. Et comme nous, on était une des premières écoles à le faire, bah, du coup, ça s'est disséminé, ça a été vu. Donc, quelque part, c'est respecté aussi le fait que ça fonctionne. Donc, puis, nous, les collègues chez nous, en tout cas, ils ont plutôt une conscience là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a un projet collectif autour d'un département chez nous qui se fait bien. Après, pour répondre à la question, effectivement, c'est très juste. C'est souvent dans ces départements que ça freine. C'est-à-dire que les enjeux écologiques et sociaux, la discipline en sciences de gestion la plus complexe pour le faire intégrer, c'est quand même la finance. Vous faites du marketing, des systèmes d'info, des supply chains, etc. Généralement, ça marche bien. La finance, c'est compliqué. Parce que, comme on l'a dit depuis le début de l'entretien, c'est que la finance, elle a un prisme qui est antinomique à la base à l'écologie.
un prisme de temporalité, un prisme de responsabilité fiduciaire. La responsabilité fiduciaire de la finance, c'est de gérer de la rentabilité et des risques. Ce n'est pas de développer des projets verts. Enfin, dans le temps, à la base, ce n'est pas marqué ça dans les textbooks. Donc après, ça s'est imprégné ça dans les entreprises. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été formés depuis 40-50 ans sur ces sujets-là, dans les entreprises, le monde de l'entreprise, ils est fait comme ça. Donc dans les institutions académiques, ce n'est pas différent. C'est-à-dire qu'en enseignement finance, c'est la rentabilité risque, quoi, le short-termisme, le trading, les dérivés, la quantification, la performativité, voilà, les théories autoréalisatrices, etc. Enfin, ça, c'est. Voilà, donc quand vous apprenez qu'effectivement un modèle de pricing, c'est sur un taux de croissance constant, bon, effectivement, que vous dites l'écologie, attention, il va peut-être falloir définir les indicateurs. Bon, ça, c'est compliqué, quoi, je veux dire. Donc, effectivement, c'est ce qui fait que vous avez des visions antinomiques parfois au sein de propres départements. Donc, les freins, ils sont là parce qu'on est quand même dans une société qui est très financiarisée. Donc, du coup, la finance, c'est l'alpha et l'oméga. On parlait d'encastrement, c'est en haut de la pyramide. Vous avez la société en bas, les ressources humaines, les ressources naturelles. Après, vous avez les projets économiques qui sont servis par les ressources et puis l'économie qui sert la finance. Donc, on parlait de résilience, etc. Donc, la finance, elle résiste. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, si je dois intégrer l'écologie, moi, dans mes visions, ça veut dire que je dois repenser complètement le paradigme. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, je le fais, entre guillemets, un peu mainstream, c'est-à-dire, je fais un peu de frontière efficiente ESG, quoi, de cachot ESG. Mais par contre, si je dois vraiment le faire, ça va demander qu'effectivement, ce n'est pas compatible, quoi. Donc, ça demande de repenser complètement l'outil finance. Et ça, c'est pour des collègues, parfois, c'est compliqué de se dire qu'il faut repenser toute la PEDA, tous les cours, toute la vision, se reformer soi-même déjà, se refaire des littératures énormes, enfin, rebasculer. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a des freins. Je dirais que c'est une vision politique. Hein, c'est une vision politique du monde après qui s'oppose. Donc, du coup, voilà, nous, on est toujours confrontés à ça. C'est-à-dire qu'on doit toujours justifier le pourquoi on fait ça. Hein, ça, c'est clair. Hein, c'est-à-dire que même encore dans des conférences ou avec des collègues, dans des séminaires, les gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça, en fait. Et ils disent que ça ne sert à rien. Donc, bon, on est toujours un peu moqué parfois, mais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en tout cas, chez nous, pas du tout, parce que tout le monde le fait plus ou moins chez nous, quand même, c'est clair. Mais après, en dehors, il y a plein de gens qui reçoivent ces messages et qui font les mêmes choses que nous. Voilà, déjà, ça, c'est sûr. Et puis après, il y a encore beaucoup de gens qui nous rigolent au nez, quoi. Mais ça, on s'en fout, ça ne nous empêche pas de continuer d'avancer. Mais c'est clair que les freins, ils sont là parce que je dirais qu'il y a une antinomie totale entre le concept financier de base tel qu'on l'a toujours enseigné d'un point de vue académique et les enjeux écosystémiques qui demandent de transformer le modèle. Voilà, ça c'est sûr. Donc les freins, ils sont véritables. Ce que vous n'avez pas dans d'autres disciplines en gestion, en système d'info, voilà, en supply chain, ou en marketing, ou en RH, ou ce que vous voulez, en com, parce que du coup, il y a moins d'incidence. Il y a moins d'incidence. Je veux dire, la finance, c'est un peu ce qui régit tous les échanges et le monde entier, quoi. Donc, du coup, effectivement, les freins, c'est au-delà de la gestion. Là, c'est un projet politique après qui s'affronte. Merci beaucoup. Alors, une autre question, peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Quelle devrait être la place de cette prise en compte de la durabilité dans les accréditations que briguent les écoles, ACSB, CEFDG, etc. Comment éviter le greenwashing par les établissements? Tout en haut, elle devrait être tout en haut de la pyramide. Bien sûr, les accréditations, alors, je serais mal placé pour parler des accréditations que franchement, je ne maîtrise pas complètement dans tous les processus d'audit. Donc, en fait, moi, je ne suis pas accréditeur et je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas complètement. C'est-à-dire que je sais ce que c'est un processus d'accréditation. Je suis dans une école accréditée, triple accréditée depuis des années. Je sais ce que ça engage. J'ai participé à des auditions dans les accréditations. Voilà, je parle avec des auditeurs, je sais ce que c'est. Par contre, je ne connais pas tous les processus d'accréditation. De ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise en compte un peu plus importante sur l'impact sociétal, etc. Bon, je pense qu'on n'en est pas encore au niveau où tous les classements des écoles qui sont réalisés à l'aune des critères écologiques et sociaux. Il y a déjà des classements, etc. Bon, moi, je ne suis pas un adepte des classements en général. Voilà, je trouve qu'il y a tellement de diversité dans ce qui est proposé que mettre tout le monde sous une même échelle, c'est complexe. Mais bon, en l'occurrence, on est dans des classements. Donc, écoutez, c'est comme ça, c'est le système. Mais du coup, si on a des classements, j'aimerais bien qu'effectivement, ces classements intègrent beaucoup plus les enjeux écologiques et sociaux pour comprendre comment les écoles se positionnent de manière globale sur la formation et en recherche sur ces questions au plus profond. Donc, pour moi, ça doit être un critère qui doit être au même niveau
que les autres, c'est-à-dire l'employabilité, l'internationalisation, au niveau de la recherche, les processus d'administration, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on regarde dans les accréditations. Pour moi, ça doit être un critère qui doit être un des plus importants. C'est le projet sociétal de l'école, au-delà des pratiques de l'école, hein, c'est-à-dire est-ce que l'école elle trie les déchets, etc. Donc ça, c'est bien, c'est déjà la base. Hein. Je pense qu'effectivement, il faut balayer dans sa porte, mais après, c'est le projet global, c'est-à-dire dans les contenus, dans les formations, c'est-à-dire effectivement dans la recherche. Est-ce que ça se dissémine partout? Quel est le contenant des écoles, des centres de recherche? Qu'est-ce qui est publié? C'est quoi les formations? Comment c'est pris en compte? Faites-nous voir les syllabes, on va faire des analyses approfondies. Enfin, est-ce qu'il y a un centre qui gère ça? Comment? Est-ce que c'est intégré de partout? Donc ça, oui, je pense que ça serait quelque chose qu'il faudrait que ce soit maintenant, ça devienne légion. Je pense que c'est un peu en route, mais parce qu'à la force de protester et d'essayer d'expliquer que c'est important, ça commence à se mettre en place, mais je ne sais pas à quel niveau, parce que moi, je ne suis pas dans les audits, donc du coup, je ne vois pas ce qui est regardé réellement en profondeur, mais je pense que ce n'est pas regardé à ce niveau-là. Donc, effectivement, il faudrait que ce soit mis au même niveau, qu'on puisse identifier les écoles aussi qui sont profondément engagées, mais non pas sur les questions de communication, puisque la question, c'était aussi sur la vision du greenwashing, non pas dans une vision communicante, mais effectivement dans une vision d'engagement. Pour surmonter un peu les problèmes de greenwashing, je pense qu'il faut, là, c'est un peu aussi la responsabilité de l'étudiant, c'est mettre le nez dans les contenus. Parce qu'effectivement, c'est toujours simple de dire qu'on fait du vert si on n'en fait pas vraiment, mais c'est à l'étudiant de mettre le nez dans les contenus et puis de challenger sa propre institution, après aussi de voir effectivement que si effectivement ça ne correspond pas à ce qui a été fait. Mais ça se fait a priori, hein, puisque maintenant, tous les étudiants, ils appellent à déserter, entre guillemets, dans les remises de diplômes, c'est devenu la mode. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui disent que les enjeux ne sont pas assez intégrés au niveau de leurs écoles, etc., et qu'ils font passer. Donc, ça, c'est un bon moyen aussi pour couper les effets greenwashing. Voilà. Clairement, qu'un étudiant qui est la partie prenante principale s'exprime, on a tendance maintenant à l'écouter un peu, ce qui est très bien. Ok, merci. Peut-être pour conclure, je peux vous demander quel message clé vous souhaitez laisser en synthèse de votre témoignage? Quel message clé, pardon, c'est ça la Oui. question? Quel message clé? J'ai oublié beaucoup de questions, j'aurais aimé répondre à toutes, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup le temps. Donc, j'inviterai juste en aparté, si les gens veulent qu'on continue les échanges, volontiers, par contact mail, visio, n'importe. Je le ferai volontiers. Donc, c'était pour dire aux gens que s'ils ont envie de continuer d'échanger, ce sera avec plaisir. Pour répondre à votre question, le message clé, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur former la finance écologique. Je pense que ça se fait de partout maintenant. Tout doucement, les gens commencent à le faire, même si, enfin, je l'ai dit, on est encore très loin de la réalisation complète chez tout le monde, mais bon, ça se dissémine. En tout cas, on en parle de plus en plus. Les étudiants ont pris le sujet à bras-le-corps. On vient d'en parler. Du coup, les institutions aussi, c'est beaucoup plus démocratisé. Donc ça, je pense que le débat, il n'est plus là-dessus. Après, pour moi, le débat maintenant, il est sur le message, c'est comment on le fait. Voilà, ça, c'est vraiment la vraie question. Pour moi, ça a toujours été le seul curseur. Comment on le fait? C'est-à-dire, effectivement, la question du greenwashing, c'est-à-dire, est-ce qu'on le fait dans une vision financière, matérialité financière? C'est-à-dire, bon, effectivement, c'est le déterminant, on rajoute quelques cours, on met une étiquette verte dessus, et puis on explique qu'effectivement, ça passera par les risques, les opportunités, la croissance, et continuer effectivement de se dire que l'écologie, ça va par l'extraction et la contrainte écosystémique, voilà, et on le verra comme un coût, donc d'ajustement. Donc ça, c'est une manière de le faire, ça se fait dans plein d'endroits. Ou alors, on se dit, bon, effectivement, l'écologie, c'est le curseur, c'est transversal, c'est dans tous les cours. Et du coup, il faut penser aussi à vraiment réfléchir à quels sont le rôle et la mission de la finance, c'est-à-dire comment on enseigne la finance d'abord avant de penser à enseigner l'écologie et la durabilité. Donc, effectivement, si j'ai un message clé à transmettre, c'est qu'effectivement, ça demande une réforme complète du paradigme et que la question, elle est éminemment ontologique. C'est-à-dire qu'il faut effectivement penser sous le premier prisme à exclure, entre guillemets, une vision paradigmatique qui va servir un objectif néolibéral. Donc, je dirais que ça, c'est le seul message clé, c'est repenser la finance totalement à l'ère des enjeux écosystémiques. Ok, le message est passé. Merci beaucoup, Christophe. Un dernier mot peut-être avant de vous laisser. Le projet ClimaSup Business, le rapport ClimaSup Business sera publié le 8 novembre et ClimaSup Finance sera publié le 15 décembre. Donc, vous êtes toutes et tous invités à la publication de ces deux rapports finaux.
Merci encore, Christophe. Merci beaucoup, merci à vous et merci à tous.